Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. Les 190 000 entreprises adhérentes au MEDEF que vous présidez font face depuis quelques mois au cumul inédit d'une impressionnante série de défis, l'inflation, la hausse des taux, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de composants, la menace de récession. Et vous considérez que le plus grand de ces défis, c'est celui de la transition écologique. Qu'a-t-il de plus que les autres ? Bonjour à tous, merci de votre invitation. C'est un plaisir d'échanger, ou en tout cas de partager nos réflexions MEDEF avec vous. Je dirais un mot sur l'énergie, mais pourquoi je considère que la transition écologique est un défi que le capitalisme, l'économie de marché n'a jamais connu. Et je pense qu'à tort, on parle de transition jumelle en disant la transition digitale, la transition climatique, c'est la même chose, ces deux transitions. Je pense qu'elles n'ont pas du tout la même chose. On a connu, le capitalisme et l'économie de marché ont connu des transitions technologiques depuis très très longtemps. Et c'est le phénomène schumpeterien bien connu, ça détruit les vieilles industries, ça en recrée de nouvelles. Tous les 20 ou 30 ans, je ne vais pas vous citer la révolution de l'électricité, celle de l'avion, etc. La transition climatique, c'est quelque chose de très différent parce qu'on nous demande de continuer à produire, à voyager, à consommer, mais en faisant de manière différente ce qu'on a fait depuis 200 ans, puisque produire, ça a toujours émis du CO2. Et plus on produisait de PIB, la tonne de CO2 émise par PIB a toujours été une constante. Et donc, les émissions de CO2 se sont accrues parce que le PIB de la planète s'est accru. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est diminuer notre empreinte carbone tout en continuant à garder le même niveau de vie. Alors, il y a une autre solution que vous connaissez, mais qui n'est pas celle que je pense nous partageons dans cette noble enceinte, qui est la décroissance, ce qui consiste effectivement à ce que chaque unité de PIB par individu baisse, ou en tout cas qu'elle baisse en Occident pour pouvoir monter dans les pays émergents. Mais si j'écarte cette solution, on a un défi absolument massif. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de secteurs, et vous le savez, la technologie est disponible, elle est simplement beaucoup plus chère, en tout cas aujourd'hui. Et donc faire du ciment décarboné ou moins carboné, c'est possible, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et donc produire plus vert, pour le dire simplement, c'est produire plus cher. Donc on se prépare à une inflation de longue durée et des changements technologiques massifs. On a fait un petit calcul au MEDEF avec l'aide de Rexecode. Pour les simples industries représentées au MEDEF, industrie de transport, si on enlève l'agriculture, le surcoût d'investissement pour atteindre l'objectif de 2030 est de 40 milliards par an, c'est-à-dire 20% d'investissement en plus, avec un phénomène très simple, c'est qu'il y a très peu de ROI sur cet investissement, puisque le ROI, il est de la moindre carbonation, donc il y a un ROI pour la planète, il y a un ROI pour le climat, il y a un ROI pour notre santé, il y a un ROI pour nos enfants, mais il n'y a pas de ROI au sens du reporting financier traditionnel en tout cas. C'est de l'investissement de process sans retour. Alors, un mot sur la crise de l'énergie quand même, parce que ça domine l'actualité. Là, je viens de recevoir un texto de gens de l'aluminium qui me disait que le surcoût par mois sur Aluminium Dunkerque, la plus grande l'usine d'aluminium de France, surcoût prix actuel de l'énergie est de 50 millions d'euros par mois, 2 milliards sur une année. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont absolument spectaculaires, mais c'est vrai pour beaucoup de gens. J'étais tout à l'heure avec un industriel de l'Est de la France, président du MEDEF Franche-Comté, qui s'apprêtait à ouvrir une usine à Chaumont, une usine de forge de titane, et qui me dit c'est simple, soit je peux avoir un coût d'électricité autour de 200, jusqu'à 200-220 euros le mégawattheure, ça passe. Si c'est au-dessus, je n'ouvre pas mon usine. Alors, on n'en est pas encore à des délocalisations, encore, que ça doit avoir commencé. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dessus, il y a une chose. Moi, je n'étais pas du tout un spécialiste d'électricité, mais je pense que vous l'êtes. Le prix du pétrole, il était mondial. Le prix de l'électricité, il sera local. C'est ça le seul axiome à comprendre dans ce marché. Un baril de pétrole, ça voyage dans le monde entier, donc il y a un prix marché. Un électron, ça ne voyage pas, ça se perd, ça ne se stocke pas ou très difficilement, et donc il y a un prix local. Et donc on va avoir chacun des mix énergétiques différents. Comme en plus on a construit notre souveraineté énergétique de manière très différente, je prends simplement l'Allemagne et la France. L'Allemagne s'est mise dans un système avec le gaz russe. Nous, on a construit un système basé sur le nucléaire. Forcément, cette question de l'énergie va devenir vitale. Et
dans beaucoup de secteurs, elle va devenir presque plus importante que les autres facteurs de compétitivité. Et donc, je reprends les propos de Doris. Sur ce sujet, il faut absolument trouver une solution européenne. Et malheureusement, mais vous le savez, on en est loin. On y reviendra. Donc ça veut dire que cette crise avec la flambée des prix et la pénurie ne peut pas être considérée comme un avantage parce qu'elle nous oblige à nous remettre en cause nos pratiques. Particuliers et entreprises, on dit ça peut être d'une certaine façon une chance parce que ça nous Oui, mais pardon, je trouve que cette histoire de la crise est une chance, c'est un peu une histoire de journaliste, avec tout le respect que j'ai pour cette profession, bien sûr. Non, mais au sens où, quand vous êtes dans la crise, que vous êtes patron d'une petite entreprise et que tous les jours les mauvaises nouvelles tombent, vous expliquez que c'est une chance, c'est un coup à finir avec le goudron et les plumes dans les MEDEF territoriaux. Alors, je fais une... Quand même pas, mais je dis ça devant le président du MEDEF Alsace. Non, je voudrais vraiment séparer les événements très conjoncturels qui font partie de la vie de l'entrepreneur, que sont les pénuries, la flambée des prix du conteneur, que sont l'inflation. Vivre avec l'inflation, nos aînés ont fait ça pendant 30 ans, on doit pouvoir y arriver. Une inflation de 5, 6, 7%. Et le sujet de l'énergie, qui est au-delà du problème de la guerre en Ukraine, on est en train de changer de mode d'énergie. On passe d'une énergie qui est, je l'ai dit, mondiale, facile à extraire, facile à stocker, facile à vendre. C'est pour ça qu'on l'avait choisi, hein, c'est le pétrole, mais qui a un énorme défaut que vous connaissez, à une énergie dont les sources vont être volatiles, intermittentes, et qu'on ne peut pas stocker qu'électricité. Donc, au-delà du problème de l'Ukraine, au-delà de la spéculation sur le gaz qui est en train de retomber, au-delà de l'absurdité du market design européen sur l'électricité, qu'on va, j'espère, corriger un jour, structurellement, il faut se dire que l'électricité à 40 € le méga, it's gone. C'est un peu comme après 1974, le choc pétrolier. Et qu'on va vivre longtemps avec une énergie qui va continuer à monter. Ce qui est peut-être, alors c'est là où la chance, c'est peut-être le bon signal pour la sobriété. Ça va certainement stimuler les innovations, la recherche et nous pousser dans la bonne direction long terme. Mais ça pose un problème d'asymétrie de concurrence, hein, Doris l'a évoqué, entre les grandes plaques. Hein. Les États-Unis qui exploitent du gaz de schiste. Je rappelle quand même qu'Obama avait proposé à l'Europe un contrat de très long terme pour contrer les Russes. Et là, pardon de le dire devant des patrons de l'entreprise allemande, j'en veux beaucoup à Madame Merkel, parce que c'est à cause d'elle qu'on l'a refusé, à 40 €. Je crois que c'est il y a 10 ans, on aurait signé ce contrat GNL. Alors c'est du gaz de schiste. Hein. Évidemment, il y avait des raisons écologiques qu'on peut comprendre. Mais on est quand même, cette dépendance au gaz russe nous a mis dans une Scheisse noire, if I may. Donc tout ça pour dire qu'il faut se préparer à des périodes difficiles sur l'énergie. Il y a deux scénarios au fond. Il y a celui où on désindustrialise l'Europe. Encore un exemple très concret de ce matin, là, le patron du MEDEF de Rouen, qui est fabricant de verre, qui me dit, le verre, hein, c'est des fours à gaz, donc c'est 30% l'énergie. Hein. Lui, c'est pas un problème de SMIC, de machin, de charge sociale, etc. C'est l'énergie. Et il fabrique des verres pour... et le verre, c'est assez local parce que c'est cher, enfin c'est lourd à travailler. Donc jusqu'à présent, l'Europe était compétitive. Et bien là, ils voient arriver des bateaux asiatiques où les bouteilles de verre, avec une énergie moins chère et malgré le coût du transport, redeviennent compétitives. Et comme on a quand même une économie ultra mondialisée en termes de flux, l'inversion peut se faire très vite, très vite. Donc il y a le scénario de la désindustrialisation de l'Europe, et pas seulement de la France. Hein. C'est là où il y a un besoin de solidarité. La théorie qui peut-être fleurit dans certains milieux d'autres pays, du last man standing, on est moins endetté, on est plus fort industriellement, donc on va s'en sortir. Pardon, mais c'est vraiment c'est une théorie absurde, ça ne marche pas. Où l'Europe se désindustrialisera entièrement et ensemble, où on trouvera une manière de résister. Cette manière de résister, c'est de refaire le prix d'énergie, mais aussi, et je pense que c'est un sujet qui doit vous préoccuper, de trouver un moyen d'équilibrer les conditions de concurrence
par une forme, alors le mot peut vous choquer, mais je crois qu'il est dans le débat public, de protectionnisme intelligent. Ouais. On y reviendra, mais sur c'est le débat qui va nous animer les uns et les autres dans les années qui viennent. On verra sur le protectionnisme intelligent, sur les prix de l'énergie qui vit durablement. Il y aura différentes plaques. On ne peut pas miser sur... On avait en France une énergie peu chère parce qu'elle était nucléaire. On a des projets de réinvestir sur le nucléaire, de se dire on va revenir avec une forte contribution du nucléaire dans le mix énergétique français. Et donc ce sera pas cher et on reviendra compétitif. Mais le nucléaire n'est pas cher. Pardon, mais ça je pense que c'est une vue de l'esprit. Il est décarboné, ça c'est sûr. Malgré tout ce que disent Madame Rousseau et ses copains. Mais la réalité, c'est qu'il est cher et il va être de plus en plus cher. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que le niveau de précaution qu'on demande à l'industrie nucléaire augmente de mois en mois. Les histoires de fissures, là, en fait, ce qu'on m'explique, je ne suis pas un grand spécialiste, c'est que ces fissures, elles existent peut-être depuis très longtemps, sauf que les moyens de détection ont progressé. Donc on va surenchérir le coût du nucléaire et ce n'est pas un argument de compétitivité nucléaire, c'est un argument de décarbonation. Ça va remplacer des éoliennes et c'est surtout pas intermittent, ce qui est quand même le gros avantage. Et c'est là où on peut avoir une compétitivité en France, c'est la combinaison de moyens intermittents, donc éoliennes, où on ne sera jamais aussi puissant que l'Europe du Nord, solaire, mais on ne sera jamais aussi puissant que l'Europe du Sud, et un nucléaire qui fait les trous quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil. On viendra tout de suite après sur le protectionnisme. Sur la transition écologique, qui est le principal enjeu, quels sont les atouts de la France ? Écoutez, je pense que contrairement aux différentes notations, aux jugements, je sais pas quoi, aux condamnations, la France est plutôt un pays qui est plutôt en pointe dans la décarbonation. Alors, parfois pour des mauvaises raisons, parce que on a tendance à confondre dans les médias les émissions carbone et l'empreinte carbone. L'empreinte carbone prend aussi les importations. Donc, quelquefois, notre empreinte carbone baisse parce que notre déficit se creuse. Mais globalement, nos industriels sont relativement en pointe. Ils sont en pointe dans les procédés de décarbonation. Ils sont en pointe dans toute la filière ville durable. Moi, je fais pas mal de voyages à l'étranger avec des délégations de patrons. Un des points forts de l'industrie française au sens large, c'est d'avoir parmi les leaders du recyclage, du déchet, du traitement des eaux, enfin tous les Veolia, Suez, de Richebourg, etc., qui va être un sujet énorme dans les pays émergents. Je ne fais pas de dessin, notamment en Afrique. Or, les solutions villes durables, c'est souvent des solutions globales, y compris d'ailleurs l'éclairage urbain, où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, l'armée française, si je veux dire au sens économique du terme, dispose d'atouts compétitifs dans et ça peut être un axe de compétitivité et de performance, mais à condition, c'est là où je pense que c'est vraiment le point du débat, c'est que si on décarbone l'économie européenne, parce que c'est ça qui va se passer, il faut que les conditions de concurrence dans lesquelles on est mis avec des économies moins décarbonées soient égalisées. D'où notre soutien à la taxe carbone aux frontières, qui est au fond, contrairement à ce que certains pensent peut-être dans cette salle, une taxe d'essence libérale. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal de parler de taxe libérale, mais le libéralisme, c'est l'égalité des conditions de concurrence. Et si on est dans un système où on sait que le gouvernement chinois ouvre des centrales à charbon, subventionne ses industries pour importer en Europe tel ou tel matériel, que ce soit de l'acier ou autre, et que de l'autre côté, on demande à nos industriels de faire des efforts nécessaires pour la planète, je ne conteste pas les efforts, qui font que leurs coûts de production sont durablement plus chers, on rentre dans un système qui est un puits sans fond. Et donc, il faut arriver à cette asymétrie. Et ça vaut aussi, alors je parle de la Chine, là, tout le monde sera d'accord, mais ça vaut aussi pour les États-Unis, quand ils subventionnent les voitures électriques, et uniquement celles qui sont assemblées aux États-Unis, l'Europe ne peut pas faire l'économie d'une mesure réciproque. Carlos Tavares l'a dit assez courageusement, je crois que Thierry Breton récemment a pris ce camp. Il y a des gens de la Commission européenne qui ne sont pas de cette école-là parce qu'ils sont encore, je pense, au siècle dernier dans un modèle pur et parfait d'économie ouverte qui ne fonctionne plus. Et c'est le seul débat
qu'on doit avoir, c'est comment faire pour garder le dynamisme que procure l'économie ouverte, le dynamisme que procure la mondialisation, tout en n'étant pas les idiots du village mondial. Et on ne peut le faire qu'en étant solidaire en Europe et qu'en étant intelligent dans le protectionnisme. C'est-à-dire que on va revenir après sur ce que créer vous ces entendez par conditions d'égalité. Protectionnisme intelligent. Donc, les États-Unis, avec leur Inflation Reduction Act, ont engagé une mesure un peu protectionniste, mais d'une certaine façon, puisque vous dites qu'on s'oriente vers ça, est-ce que ce n'est pas de bonne guerre de la part des États-Unis? Et puis, est-ce que ça peut inciter l'Europe à s'unir? Et le plan allemand de soutien à 200 milliards d'euros, est-ce que c'est juste l'équivalent du bouclier énergétique français, ou est-ce que c'est signe que l'Allemagne joue solo? Et est-ce que vous en voulez autant à Olaf Scholz qu'à Angela Merkel? Vous cherchez la petite phrase qui va bien. Bon, moi je ne suis pas diplomate, donc je vais vous répondre. D'abord, je voudrais juste, parce que je ne voudrais pas être mal interprété, il y a une ligne de crête très difficile à tenir entre le libéralisme béat, le monde ouvert qu'on a connu, qui n'est plus de mise pour des questions géostratégiques qu'on voit bien avec l'espèce de retour d'États-nations qui ont une politique agressive économique, et l'inverse qui consiste à se refermer et à détruire de la valeur. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les décisions, me semble-t-il, sujet par sujet, avec beaucoup de précautions. Donc, les États-Unis ne sont pas un pays protectionniste, mais ils savent défendre leur industrie. Quand ils prennent une mesure unilatérale sur les voitures, il est légitime que l'Europe prenne la même, jusqu'à que la mesure soit supprimée. L'intérêt de tout le monde, c'est qu'il y ait plutôt un club Occident, États-Unis plus Europe, plutôt que deux plaques qui s'affrontent. Mais il faut être capable de montrer... C'est la même chose d'ailleurs pour tout le sujet des GAFAM. Les GAFAM ont pillé l'industrie telco européenne en utilisant des tuyaux, enfin des réseaux qu'ils ne finançaient pas. Moi, je suis favorable au fait que les GAFAM rétribuent la distribution qui est faite par les opérateurs telco, qui ne peut pas être gratuite. Et c'est là où, pardon, mais la Commission européenne a quand même fait des erreurs absolument manifestes depuis 10 ans. Est-ce que vous sentez que sur la voiture, la Commission est mûre pour un changement de Thierry doctrine? Breton l'est. Oui, mais c'est pas la Commission. Mais Thierry il n'est Breton, pas tout seul dans la Commission européenne. Voilà. Si vous voulez que je développe... Il est plutôt en minorité. Pardon ? Il est plutôt en minorité dans la Commission européenne. Écoutez, là, vous me demandez de faire de la politique de Bruxelles, je dépasse mon niveau de compétence, donc je ne vous dirai pas. En tout cas, nous devons peser collectivement sur ces décideurs européens pour dire le monde a changé. Vous ne pouvez pas considérer que ce qui a fait le... Au fond, je vais le dire d'une autre manière, l'Europe s'est développée dans un formidable commerce intra-européen en supprimant toutes les barrières tarifaires à l'intérieur de l'Europe. Et elle n'a pas vu que le monde commençait à en profiter très largement sans être réciproque. Vous avez tous essayé d'exporter en Chine. Moi, j'étais au board de PSA avant Stellantis pendant 12 ans. Les barrières tarifaires les barrières de diverses natures pour être constructeur automobile européen en Chine, c'est absolument phénoménal. Bon. Il y a un moment où l'esprit du commerce doit aussi faire preuve d'un certain réalisme. Sur l'Allemagne, je sens aussi que vous voulez me faire dire des choses méchantes sur l'Allemagne. Oui, parce qu'on parle des grandes plaques, mais au sein de la plaque européenne, visiblement, il n'y a pas forcément une vision unanime du sujet. L'Allemagne vit un choc très violent puisqu'elle a proposé sa prospérité, tout le monde le sait, sur 3 facteurs qui viennent de disparaître ou sont en train de disparaître. Une énergie bon marché qui venait de Russie, dont on peut penser que dans les 15 prochaines années, elle n'est plus disponible. L'absence d'un budget de défense qui permettait d'avoir... Alors, ça n'explique pas la différence de déficit entre la France et l'Allemagne, soyons justes, mais quand même permis d'économiser 1,5% de PIB par an. Et la troisième chose, qui est l'exportation vers la Chine, où on sent quand même que c'est plus compliqué, même si ce n'est pas fini. Et donc, je comprends que ça crée une réaction très angoissée de nos amis industriels allemands. Par contre, je pense que c'est une erreur de partir tout seul comme ils l'ont fait. Parce que quand on regarde quand on parle des 2 boucliers, on a plus aidé nos ménages, ils ont plus aidé leurs grandes entreprises, et sur les PME, on est à peu près pareil. Mais la différence, c'est qu'on va créer des écarts sectoriels très forts entre des niveaux d'entreprise. Donc on se fait une guerre intra-européenne. En plus, vous rajoutez le système dit ibérique, qui est en fait le bon système,
qui rajoute une couche de concurrence interne, alors que le vrai sujet, il n'est pas là. Ce n'est pas 50 ou 100 euros du mégawattheure entre la France et l'Allemagne qui vont faire la différence. C'est 300 ou 400 entre les États-Unis et l'Allemagne. Et vous qui êtes patron d'entreprise étrangère en France, à un moment, on va vous dire votre usine française ou Allemagne, elle est de toute façon pas compétitive au niveau énergétique comparé à ce qu'on peut faire aux États-Unis ou en Chine. Le sujet, à mon avis, il est là. Donc c'est ce débat-là qu'il faut avoir. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a formidablement réagi au moment du Covid, parce que le Covid était la même menace, avec des situations sanitaires qui étaient au fond les mêmes. Malheureusement, on était tous malades pareil. Là, on part d'un mix énergétique et d'un tissu industriel qui est différent, et c'est le chacun pour soi. Ça, la réalité. Et oui, je le regrette. Je ne désespère pas quand même. Je ne désespère pas que la raison revienne, que le système de market design, donc je ne sais pas si tout le monde connaît le système qui fixe le prix de l'électricité avec le dernier facteur de production, qui a été inventé, alors je dois le confesser, par un Français, Marcel Boiteux, président d'EDF dans les années 60, toujours vivant, à 101 ans. On ne va pas lui reprocher à cet âge-là. Mais il a inventé ce système pour un EDF monopolistique, sans concurrence sur le marché français. Il a été pris par les Européens pour un marché où je crois que ça a démarré quand on avait 12 membres. Et donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut réformer ce système-là et revenir à un prix d'électricité européen, mais qui soit plus compétitif. Vous avez parlé à plusieurs reprises de protectionnisme intelligent. Quelle forme ça peut prendre? Parce que c'est prometteur. Je l'ai un peu expliqué. Pour moi, le bon exemple, c'est la taxe carbone aux frontières. Aujourd'hui, je crois qu'on a convaincu tous les patronats européens, y compris le BDI, de s'y rallier. On est en concurrence. La concurrence, c'est sain, ça nous fait progresser, ça nous fait innover. Mais on se met à armes égales quand il y a une asymétrie de concurrence très forte. Or, la décarbonation coûte cher. Et donc, avoir le contenu carbone d'une plaque d'acier chinoise, turque ou américaine, la comparer au contenu carbone d'un aciériste basé en Europe et égaliser la différence de coût. Alors, évidemment, le système peut fonctionner sur des matières premières, enfin sur des éléments raw materials faciles à traquer. Dès qu'on a les produits manufacturés, si jamais vous essayez de tracer le contenu carbone de ça, good luck, hein, comme dit l'autre, parce que effectivement, les composants voyageaient partout. Mais c'est pour moi le bon exemple de ne pas tomber, mes enfants diraient, du mauvais côté de la force, c'est-à-dire de se replier sur soi-même, de faire un America First à la Trump. Il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit de trouver l'équilibre pour qu'on continue à échanger sur des bases. Et je dirais la même chose sur la fiscalité. Au MEDEF, on soutient l'impôt minimum mondial. Pourquoi? Parce que la fiscalité peut faire partie de la compétitivité, mais dans un corridor acceptable. On ne peut pas avoir des pays qui sont à 5 et d'autres à 35. Ça, c'est pas possible. On peut avoir des pays à 15 et d'autres à 25. Et là, ça fait partie, quand vous faites un investissement ici, vous vendez la fiscalité, la baisse de la fiscalité d'ailleurs, mais aussi le climat des affaires, mais aussi la stabilité politique, mais aussi l'environnement culturel, etc. Donc la fiscalité peut être un élément de compétitivité, mais il ne faut pas que ça soit totalement asymétrique. Pareil pour le carbone. Vous avez assez développé le fait que le risque de désindustrialisation était pour l'Europe entière parce qu'il est concurrencé par d'autres grandes plaques. Pourtant, vous avez devant vous des panels de représentants d'entreprises étrangères qui veulent investir en France et qui, on l'a vu dans certains exemples, notamment dans leur dernière table ronde, sont soumis à un choix à venir de leur maison mère qui devra faire des arbitrages d'investissement entre la France et d'autres pays d'Europe et qui cherchent un soutien de la France pour que ce soit leur site industriel qui soit privilégié. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour défendre auprès de leur maison mère le dossier d'un investissement en France versus un investissement dans un autre pays d'Europe? La France a un certain nombre d'atouts. Alors, je ne suis pas là pour... je pense que Pascal Cagny ou Olivier Best l'a fait mieux que moi, mais il y a d'abord la position géographique centrale qu'on oublie toujours et qui est, dans beaucoup de cas, qui reste un élément. Il y a l'attractivité du pays pour notamment les cadres. Aujourd'hui, quand on ouvre une usine, on met autant de cadres que d'ouvriers. Et pour des populations cadres, on a quand même un pays qui est attractif.
Alors, on a, je ne devrais peut-être pas le mettre en avant, mais un système de guichet d'aide plantureux, y compris d'ailleurs dans le plan France 2030, dont peut-être certains d'entre vous ont bénéficié. Je reconnais bien volontiers qu'il est assez complexe à suivre et qu'il réclame parfois une personne à plein temps dans vos entreprises pour essayer de ne pas rater un seul guichet, ou alors passer par des consultants expérimentés, cher Olivier, enfin, tu ne fais pas ça toi, mais pour aller trouver les bons guichets. Je pense quand même que la stabilité politique est un élément. Mine de rien, je ne sais pas si vous avez vu, hier, il y a eu ce chiffre symbolique que le CAC 40 en capitalisation était passé juste au-dessus du FTSE. 5 ans se sont écoulés depuis l'addition du Brexit. Le FTSE est au même niveau en valeur absolue, hein. Alors il y a la baisse de la livre dedans, qu'il y a 5 ans. L'instabilité politique est un facteur d'incertitude. Nous, on a des institutions qui sont certes critiquées par un certain nombre, mais qui sont très stables, qui ont prévu à peu près tous les cas de figure, y compris celles qu'on vit aujourd'hui. Et je fais une petite parenthèse pour dire, tout le monde pronostiquait le chaos, l'impossibilité de gouverner. On est en train de passer une réforme d'assurance chômage dont le MEDEF rêvait. Puisque, vous savez, on a un système d'assurance chômage qui n'était pas très incitatif à retrouver du travail. Et dans la réalité, cette réforme, elle est faite. Donc, la stabilité, la capacité à réformer, et elle n'est pas, évidemment, elle n'est peut-être pas aussi forte qu'en 2017, mais elle existe. Et la preuve, c'est que les réformes avancent, y compris d'ailleurs une loi de simplification. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on a un espèce je ne sais pas comment le dire, de schizophrénie entre ce discours nouveau et évidemment formidable, qui semble très consensuel parmi les forces politiques sur la réindustrialisation, et le réflexe de beaucoup d'élus, pas tous d'ailleurs militants écologistes, qui disent pas dans mon back garden. Je ne sais pas comment on dit back garden en allemand, mais enfin, vous l'avez compris. Et la dernière en date, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire Bridor. Donc Louis Leduf, un entrepreneur breton, j'ai envie de dire un patriote breton, il parle breton d'ailleurs en plus, qui voulait étendre son usine en Ille-et-Vilaine, donc 800 emplois directs, à peu près 2000 dans la région. C'est vrai, c'est une usine de surgelé, donc ça consomme de l'eau, même s'il fait des gros efforts de développement durable sur la surgelé, c'est difficile de ne pas consommer d'eau. Et en gros, il en est à renoncer à ouvrir son usine en Ille-et-Vilaine et pour la mettre aux États-Unis parce que l'ensemble des recours, des manifestations, des éco-activistes et compagnie est en train de lui faire renoncer. Alors il y a un petit coup de bluff quand même, si j'ai bien compris les derniers trucs. Voilà, il est sorti en communication pour essayer d'emporter le morceau, mais il y a quand même cette idée qu'on veut des usines, mais enfin on ne sait pas où on veut les mettre, quoi, hein. Donc il y a un moment où il faut qu'on casse cette schizophrénie et qu'on mette les gens au pied de leurs responsabilités, quoi. Geoffroy Baudrier, merci beaucoup pour votre intervention.